Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Il est 9h30, est-ce que cela va suffire à éviter la récession ? Sébastien Lecornu annonce jeudi un nouveau paquet d'aides pour le mois de juin en direction des secteurs les plus touchés par la hausse des prix des carburants. Nous verrons bien ce qu'il y a dans sa besace. Est-ce juste un mauvais moment à passer ou courons-nous à la catastrophe? Le chômage repart à la hausse, l'inflation dépasse les 2 points, les faillites d'entreprises se multiplient, l'économie française fragilisée par cette crise des carburants s'essouffle, elle menace de décrocher. En clair, après les crises sanitaires, énergétiques et inflationnistes, l'économie française est-elle en train de craquer? La question est posée. Y a-t-il surtout des solutions pour s'en sortir? Bonjour et bienvenue à vous, Christian de Boissieu. Bonjour. Vous êtes économiste, universitaire, professeur émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Je vais vous poser la question ce matin de façon très franche, très claire. Vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez intervenir dans cette émission et interroger notre invité. Christian de Boissieu, est-ce que, oui ou non, la France entre en récession? Écoutez, premier trimestre 2026, plat. 0%. Oui. Les prévisions qui sont faites pour le deuxième trimestre, ça peut être autour de 0 aussi. Bon. C'est-à-dire que une récession au sens technique, c'est 2 trimestres consécutifs, 2 trimestres consécutifs négatifs. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le premier négatif, on verra, mais la situation est compliquée, vous l'avez dit, vous l'avez résumé, vous l'avez compris. Elle est compliquée dans le monde, en Europe et en France. Et en France, j'allais dire, en plus peut-être que chez certains de nos voisins, parce que nous abordons cette période très compliquée, sans marge de manœuvre. Sans marge de manœuvre du côté budgétaire. Pas besoin de vous faire un dessin, de rappeler les chiffres de la dette publique, les chiffres du déficit public. Bon, du côté monétaire, nous dépendons de la Banque Centrale Européenne qui, dans le contexte de l'inflation que vous avez rappelé, va pas baisser ses taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt remontent. Je regardais ce matin dans les nouvelles, si je puis dire, financières, vous avez une montée des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, dans d'autres pays. Tout ça va pas nous aider. Donc le débat qui est posé, c'est dans ce contexte très compliqué, le chômage repart à la hausse. Repart à la hausse, nous sommes à 8,1%. Je regardais le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans. On est encore à 20%, 21%. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre, mais dans ce contexte où vous avez le chômage des jeunes qui est à ce niveau-là, je suis pas sûr que ça soit le moment de taper dans les dépenses de l'apprentissage et de l'alternance, par exemple. Donc, nous sommes dans une sorte d'impasse. Moi, j'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est trop facile pour les économistes de dire on va dans le mur. Moi, ce qui m'intéresse dans ma vie d'économiste, c'est de dire voilà, la situation est compliquée. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça me paraît plus intéressant comme problématique que dire on va dans le mur, point. Alors, vous diriez que c'est un mauvais moment à passer, qui est, on va dire, augmenté par cette crise énergétique qui est en fait, c'est un problème de géopolitique. Ça nous échappe totalement. Ce qui se passe au détroit d'Ormuz. Quand je fais une conférence aujourd'hui sur l'économie, je commence par la géopolitique. Tout est là. Et en même temps, personne ne sait quand est-ce que le détroit d'Ormuz va être ouvert. Personne ne sait. Je ne le sais pas plus que les autres. Et je ne sais même pas si M. Trump le sait, lui. Non, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Non. Et donc, les Iraniens non plus. Donc, faut pas demander aux économistes qui ne peuvent pas apporter. Pour la géopolitique, je suis aussi mauvais que la CIA. Excusez-moi cette image. Et pourtant, tout dépend de la géopolitique. Donc, vous me disiez, est-ce que c'est un mauvais moment à passer? C'est un moment compliqué, mais qui peut durer. Donc, ça peut être plus qu'un moment. Il y aura des annonces jeudi, Christian de Boissieu. Quand vous voyez le Premier ministre, au fond, verrouiller cette histoire de propositions faites par certaines formations politiques. Il était question encore ce matin avec Monsieur Nicolas Dupont-Aignan de baisser un certain nombre de taxes. Est-ce qu'il faut, ça
s'attaquer à la TVA sur les carburants. Enfin, ce sont des solutions à milliards de trous dans les caisses. Il n'y a pas de vraie solution de baisse des taxes pour l'instant de la fiscalité des carburants parce qu'on est contraint par ce système. Est-ce que selon vous, l'idée d'aller cibler, de donner 20 centimes à telle ou telle profession, les pêcheurs, les agriculteurs, les transports, etc., ce sont des aides qui coûtent pour l'instant 300 millions d'euros à l'État. Est-ce que c'est la bonne idée ? En tout cas, c'est la seule... Et faire supporter, pardonnez-moi, l'effort à tous ceux qui prennent, ou voire même ne prennent plus leur voiture désormais. Oui. Je comprends bien, mais je veux dire, les aides globales, générales, compliquées, parce que, je l'ai dit, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Nous nous sommes engagés vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'Europe à avoir cette année 2026 un déficit public de 5% de notre PIB, notre richesse nationale, et à ce chiffre-là de 5%, nous sommes le pays qui a le déficit public le plus élevé des 27 pays de l'Union européenne. Donc il faut pas faire les malins. Je veux dire, on n'a pas préparé à travers les années, que ça soit la droite, la gauche, etc. On n'a pas préparé de scénario dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire face à une crise majeure, internationale, mais qui a des répercussions évidemment pour l'Europe et pour la France. On a très peu de marge de manœuvre. Donc baisser les taxes sur la TVA sur l'essence qui est réclamée par plusieurs partis, ça serait sympathique. Moi, je suis comme tout le monde. Moi, je roule, hein. Ben oui. Comme beaucoup de gens en tout cas. Sacrée différence. Le problème, c'est qu'on a. Je veux dire, si ça augmente encore le déficit public, on n'est pas bien. Si on finance ça par des hausses d'impôts sur qui ? Sur les entreprises ? Au moment où le chômage augmente. Donc, je veux dire, le débat qui est posé en France depuis des années, qu'on n'a jamais vraiment affronté, c'est le débat sur les dépenses publiques. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire qu'il faut baisser toutes les dépenses publiques. Dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc., il faut certainement pas baisser. Il faut même peut-être les augmenter. Mais le débat franco-français depuis des années, qu'on n'affronte pas, et je doute qu'on l'affronte vraiment à l'occasion de la présidentielle dans un an. Ah, vous en doutez ? Ouais. Je doute parce que c'est un débat compliqué, c'est un débat politiquement difficile à tenir, parce que si vous dites on va réduire il y a des dépenses publiques qu'il faut réduire, par exemple du côté des collectivités territoriales, vous mettez à dos les collectivités locales ou territoriales. Donc on l'a bien vu depuis 2 ans, vous avez un dialogue compliqué entre l'État et les collectivités territoriales. À chaque décision qui sera prise, forcément des mécontents. Il y aura des perdants et des gagnants. Christian de Boissieu, c'était Jean-Louis Borloo qui assez récemment, il l'a dit, il l'a redit, expliquait que les pouvoirs successifs, et vous l'avez précisé, quelle que soit la couleur politique, ne savaient pas ouvrir le capot de la bagnole France et aller réparer le moteur, c'est-à-dire aller changer les pièces nécessaires. On laissait le capot fermé, on ajoutait de la complexité des taxes sans essayer même d'aller chercher le problème en profondeur. C'est vrai. C'est vrai parce que, si vous voulez, ça c'est à la fois la droite, la gauche, les années qui passent. C'est plus facile. En quelque sorte, quand vous avez un déficit public, c'est souvent plus facile d'augmenter les impôts que de baisser les dépenses publiques. Et donc on n'a jamais, depuis 20 ou 30 ans, moi j'ai participé comme d'autres à des commissions, à des rapports sur la maîtrise des dépenses publiques, comment améliorer l'efficacité des dépenses publiques. Il y a de bonnes idées. Le problème, c'est le passage à l'acte. C'est le passage à l'acte qui est compliqué politiquement parce que, pour 2 raisons. D'abord, les gouvernements successifs ont généralement privilégié le court terme par rapport aux stratégies ou aux visions de moyen terme pour des raisons électorales. Et deuxièmement, quand vous tapez dans les dépenses publiques, certaines d'entre elles, il y a des perdants et vous vous mettez à dos une partie de l'électorat. Donc, c'est le débat sur les niches fiscales. Voilà. Donc, il y a des niches fiscales, à mon avis, qu'il faut pas supprimer. Je pense au crédit impôt recherche, on peut l'améliorer, on peut faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités. Il ne faut pas y toucher. Hein. Non. Sur le principe, je pense qu'il ne faut pas y toucher. Il faut l'améliorer parce que les PME se plaignent de pas vraiment en profiter suffisamment par rapport aux grandes entreprises. Mais quand vous regardez notre effort d'innovation de recherche depuis quelques années, le crédit impôt recherche, malgré quelques-uns de ses défauts, il a été positif. Il y a le débat sur le logement. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut taper. Je pense qu'on a besoin d'une politique du logement parce que je pense que c'est la question centrale pour beaucoup de Français, la question du logement. Mais il faut
il faut peut-être renforcer les niches qui sont utiles, efficaces, et réduire d'autres qui ne servent à rien. Vous pensez à quoi pour l'exemple d'une niche qui sert à rien, écoutez, qui peut être rentable, du moins dans sa suppression Non, mais je veux dire, il y a le débat, par exemple. Moi, il se trouve que j'ai l'âge d'être retraité, mais c'est vrai que on peut discuter. Moi, ça me pose pas de problème en tant que traité qu'on discute de la question de remettre en cause l'avantage professionnel pour partie. En tout cas, sur les 10%, sur certaines retraites, pas toutes. Hein. Il ne s'agit pas de taper dans les petites retraites. Alors, vous évoquiez à l'instant le logement. Dans un instant, après la pause, nous serons en direct avec Jean-Christophe Repon, qui est le président de la CAPEB, qui nous dira où en est le bâtiment aujourd'hui. Christian de Boissieu, vous évoquiez le travail des jeunes, le chômage des jeunes qui était reparti à la hausse, plus de 20 points. Le chômage, oui. Le chômage, pardonnez-moi. Le chômage des jeunes a reparti à la hausse. Également, il y a l'emploi des seniors qui pose problème aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez que, malgré les mauvaises nouvelles, malgré la crise sanitaire, malgré le poids du quoi qu'il en coûte, de la dette profonde qui s'est augmentée de 1000 milliards aujourd'hui, il y avait quand même dans le double quinquennat Macron une certaine tendance à ce que le chômage recule, et il repart à la hausse aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que c'était quasiment le seul, une des rares, on va dire, bénéfices de ce double quinquennat. Au point que M. Macron avait dit au début de son deuxième mandat qu'il voulait un taux de chômage de 5% pour la France au moment où il va partir en 2027. Bon, on n'y sera pas. On n'y sera pas. Oui. Nous sommes à 8,1% à la fin du premier trimestre 2026, fin mars, et avec la petite croissance. Si nous avons de la croissance, je dis nous sommes à 0% aujourd'hui, ça peut basculer en négatif, compte tenu du contexte international, européen, etc., ce que je souhaite pas, mais je veux dire, c'est pas moi qui fais la croissance. Sur les entreprises en particulier, et vous avez vu, vous l'avez rappelé au début de cet entretien, que le nombre de défaillances d'entreprises, ça c'est pas une opinion sur l'économie, ce sont les faits. Le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté et atteint à peu près 70 000 défaillances par an. Bon, ça c'est, je veux dire, il y a eu le quoi qu'il en coûte qu'il fallait faire au moment du Covid. Bon, il a sans doute duré trop longtemps. C'est allé trop loin. Trop loin et trop longtemps, c'est ce qui a creusé le déficit et la dette publique. Bon, et aujourd'hui, je l'ai dit, on n'a pas de marge de manœuvre pour faire face aux défis économiques et sociaux d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu une mauvaise gestion à travers le temps de la Maison France, et nous en payons le prix. Alors on essaye de bricoler à droite à gauche. Je crains, moi j'espère que le débat présidentiel sera l'occasion d'une concurrence, j'allais dire, entre les projets, entre les visions, mais j'en suis pas sûr. J'ai peur que ça soit, de part et d'autre, la présentation de mesures de bricolage pour pallier telle ou telle lacune, tel ou tel défaut, voilà. De bricolage ou de je rase gratis, hein, également. Je vous donne un exemple. Je pense qu'il va falloir ouvrir le débat sur la réforme des retraites. La réforme est suspendue, mais on va où là ? On va où ? Je suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement reprendre la réforme de 2023. Je dis qu'il faut reprendre le débat sur la réforme des retraites et voir dans quelle direction la France veut aller. Allez, nous en parlons dans la deuxième partie de cet échange. Christian de Boissieu, y a-t-il des solutions ? Est-ce que ce débat 2027 va permettre effectivement, comme vous le dites, une concurrence des projets, des idées, de quelque chose de renversant pour faire repartir ce pays? Si vous souhaitez intervenir, 0800 26 300 300. En tous les cas, dans un instant, nous serons avec Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB, qui nous dira où en est le bâtiment aujourd'hui. À tout de suite pour la suite de La Vérité en Face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en Face. Jean-François Achilly. Allez, nous évoquons la situation économique de ce pays, alors que jeudi, Sébastien Lecornu annoncera un nouveau paquet d'aides pour le mois de juin en direction des secteurs les plus touchés par la hausse des prix des carburants. Le pays va-t-il entrer en récession ? Nous l'évoquons depuis le début de cette émission avec notre invité Christian de Boissieu, économiste et professeur émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Et nous sommes en votre compagnie. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Vous présidez la CAPEB, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment. J'ai envie de vous demander ce matin, est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi, où en est le bâtiment aujourd'hui dans ce pays ?
Nous sommes inquiets puisque nous, le bâtiment et la CAPEB, les artisans du bâtiment, les petites entreprises du bâtiment sont en récession depuis plus de 2 ans et demi déjà. Donc nous avons devancé la récession de l'économie française et ça fait 2 ans et demi que l'on perd de l'activité, dans tous les secteurs, dans la rénovation énergétique, mais aussi le neuf, bien évidemment. Et nous avons donc détruit, nous, depuis maintenant 2 ans et demi, 30 à 40 000 emplois dans la TPE, dans l'artisanat sur l'ensemble du territoire. Donc on ne cesse de dire cela au gouvernement, on essaie d'être accompagné, on sait très bien les finances publiques et donc on essaie de trouver des solutions pour redonner du pouvoir d'achat aux particuliers afin qu'ils rénovent leur logement et on essaie de trouver des solutions. Donc nous avions proposé, nous, à Monsieur Lecornu, au Premier ministre, de baisser la TVA sur la rénovation pour pouvoir donner 5 points de pouvoir d'achat aux particuliers et relancer l'activité, relancer l'économie et relancer l'emploi en France. Les artisans voient arriver la tempête avant les autres, hein, c'est ce que vous nous dites, Jean-Christophe Repond. Que vous répond Sébastien Lecornu, que vous répondent les responsables du gouvernement quand vous faites de telles propositions ? Que la TVA est d'une très mauvaise idée et que c'est une niche fiscale. Nous, on essaie de trouver des solutions pour relancer le pouvoir d'achat des Français et afin qu'ils cessent d'épargner et qu'ils plutôt réinvestissent dans le mieux vivre leur habitat. Donc, moi, je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais sur une durée, sur un temps donné, pour redonner une activité et redonner aussi une visibilité, une vision aux Français d'investir. Et moi, je pense toujours que c'est une très bonne solution et qui ne coûte pas à l'État si ce n'est un manque de rentrée fiscale, mais logiquement, nous, on a évalué l'activité supplémentaire grâce à la baisse de TVA à plus de 12 milliards d'euros et avec 10 000 emplois de 2,4 milliards d'euros, excusez-moi, oui. Et 10 000 emplois créés. Donc, ça veut dire que pour nous, il n'est pas question d'aller encore faire de la faillite ou du déficit public, mais de trouver des solutions moins coûteuses pour pouvoir redonner de l'activité à un secteur qui est vraiment en berne et qui est très inquiet. Et nous étions, on a titré ça la crise de trop, puisque nous étions déjà en crise depuis 2 ans et demi, et nous avons encore de plus un surcroît sur cette crise moyen-orientale. Vous le voyez où le déclic entre nous ? Parce que qu'est-ce qui tue au fond les petites entreprises du bâtiment ? Il y a les charges, les taux, l'énergie, le manque de clients évidemment au bout de la chaîne. Quel serait le déclic selon vous ? C'est tout simplement le pouvoir d'achat des Français qui ne permet plus d'activer rapidement. Nous avons vécu sur la crise ukrainienne et énergie d'il y a 3 ans 30% d'augmentation des matériaux. Et là, nous commençons déjà à avoir entre 8 et 20 à 30% sur les matériaux encore. Ce qui veut dire que nos factures vont augmenter de fait. Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver une baisse de TVA pour redonner 5 points du pouvoir d'achat. Parce que nous avons besoin d'activité, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous voulons être accompagnés attentivement et ne pas avoir un plan social dans l'indifférence générale, puisque nous avons des structures de petite taille, et donc nous, quand nous perdons un salarié, c'est sur 500 000 entreprises. Et donc vous voyez bien que ça n'émeut personne, mais la difficulté est là majeure. Donc il nous faut des solutions, il nous faut cette baisse de TVA, il nous faut aussi peut-être un accompagnement auprès de nos artisans pour changer leur véhicule de gasoil en électrique et vraiment avoir un plan d'électrification spécifique pour nos véhicules, pour ne plus subir les crises à venir. Christian de Boissieu, qui est en plateau, en studio ici, veut intervenir. Nous entendons ce que dit Jean-Christophe Repond. Christian de Boissieu, il y a là aussi des moments où on peut interagir pour faire en sorte de faire repartir le secteur ou pas ? Comme le dit le président, il faut créer le déclic. Alors, 2 remarques. Je pense que nous souffrons de l'absence de vraie politique de logement depuis des années. Donc ça, c'est pas nouveau. Alors, Monsieur Lecornu, le gouvernement se réveille un peu en ce moment en essayant de trouver ici ou là des axes forcément partiels qui peuvent pas être très coûteux pour les raisons que nous avons dit les uns les autres. Et je regrette que, au fond, le logement était un des maillons faibles de la politique économique depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron. Deuxième remarque, j'entends ce que vous dites, Président, sur l'intérêt de baisser la TVA, mais c'est un problème de gestion du temps. À très court terme,
à très court terme, vous augmentez le déficit. Alors, vous avez un effet positif sur l'activité que j'entends, mais qui va prendre quelque temps. Et le problème, c'est la gestion des finances publiques pendant ce laps de temps, durant lequel la baisse de la TVA à très court terme crée un manque à gagner pour les finances publiques qu'il faudrait probablement compenser oui. Et pour ensuite, grâce à la reprise que vous appelez de vos vœux et que moi, en tant qu'économiste, j'appelle de mes vœux, dans votre secteur, que ça crée de l'activité et des nouvelles rentrées fiscales. Je termine en disant que je regardais le dernier chiffre sur les défaillances d'entreprises. Il y a effectivement 2 secteurs en France qui font le gros des défaillances d'entreprises. Il y a le secteur de la construction, que vous représentez, Président, et puis il y a le secteur de la réparation automobile, parce que la filière automobile va pas du tout. Voilà. Jean-Christophe Repon, est-ce que, pour rebondir sur l'expression utilisée par Christian de Boissieu, bâtiment, c'est devenu le maillon faible de l'économie française, à vos yeux ? Avec le projet de loi Jeanbrun et la capacité qu'ils ont remis de mettre de la rénovation, parce que le plus grand des défis pour nous demain dans l'activité et dans la rénovation et dans le logement en France, c'est rénover tout le stock de logements qu'il faut remettre à niveau. Et donc la grande absence du plan Jeanbrun au départ, c'était la rénovation. Maintenant, elle commence à apparaître et c'est important. Mais nous comprenons la difficulté de manque de rentrée fiscale avec une baisse de TVA, et il nous est souvent renvoyé le mauvais usage qui a été fait dans la restauration. Nous travaillons en prix hors taxe, ça veut dire que nous, dès que nous baissons la TVA, c'est directement du pied de facture qui est baissé et qui donne du potentiel aux particuliers. Ça veut dire que oui, en effet, il faudra pas le limiter dans le temps, mais il faut le faire le plus rapidement possible. Et nous sommes en train de commencer à travailler sur les lois de finances 2027. Il faut en parler maintenant. Il nous faut en parler maintenant. Allez, merci à vous, Jean-Christophe Repon. Je rappelle, président de la CAPEB, pour ce regard, on va dire, très réaliste sur ce qui se passe au niveau du bâtiment. Christian de Boissieu, vous évoquez les candidats à la présidentielle. Vous êtes sceptique sur la capacité des uns et des autres à proposer, vous savez, quelque chose de renversant. Quelqu'un qui viendrait, un homme, une femme politique, viendrait dire voilà ce qu'on va faire demain pour relancer l'économie en général. Non, c'est toujours facile de renverser la table en étant complètement en dehors de l'épure, y compris de l'épure financière. Et ça, nous sommes quand même, excusez-moi de le dire, en économie ouverte, sous la surveillance des marchés financiers, des agences de notation. Donc, un programme qui s'assierait sur les finances publiques en disant peu importe l'évolution, le creusement du déficit et de la dette, ça serait irresponsable. Donc, il faut essayer d'innover en restant responsable. Je voulais dire un mot, avant de revenir sur cette question, d'un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est important en liaison avec l'inflation. Parce que le président Récipon parlait de baisser la TVA, mais par rapport à la question du pouvoir d'achat, l'autre axe, c'est l'augmentation des salaires. Excusez-moi de le dire. Bon, et vous avez vu comme moi qu'il va y avoir l'augmentation du SMIC au 1er juin. C'est la formule. De la même manière qu'il va y avoir, à mon avis, pendant l'été, en juillet, je sais pas quand, une augmentation tout à fait légitime du taux d'intérêt sur les livrets A, parce que l'inflation a monté. On applique des formules de manière assez mécanique pour le SMIC, pour le taux d'intérêt des livrets, etc. Bon, mais la question des salaires est une question qui est ouverte. Quand vous êtes dans un pays où vous avez une inflation supérieure à 2% par an, il est clair que l'augmentation du SMIC au 1er juin aura des répercussions sur la grille des salaires, peut-être pas en haut, mais en tout cas sur une partie du bas de la grille. Et donc, je répète, la voie fiscale est pas la seule voie pour redonner du pouvoir d'achat. Je reviens sur votre question de fond, c'est-à-dire renverser la table, innover. Il faut trouver des pistes, mais je pense que, quelles que soient les pistes, si on n'ouvre pas 2 sujets, si on ne rouvre pas la question de la réforme des retraites, quitte à trouver d'autres formules, à revenir peut-être au système par points qui était le système initial proposé par M. Macron et le gouvernement à l'époque. Si on ne rouvre pas le débat sur la réforme des retraites, voilà. Et si en même temps on ne pose pas la question de la maîtrise des dépenses publiques, voilà 2 piliers sans lesquels on ne pourra rien faire.
Voilà, ce que je crois, c'est que si vous n'ouvrez pas la question sur... Il ne s'agit pas de baisser toutes les dépenses publiques, il s'agit de voir ce qu'on augmente et ce qu'on baisse. Ce travail, on l'a toujours posé depuis 20 ans, on n'est jamais passé à l'acte. Sachant que chaque fois que vous parlez retraite dans ce pays, vous avez un blocage politique et une partie de la France dans la rue. Hein. Oui, sauf que je vous rappelle quand même qu'au moment où on a démarré le débat sous la présidence Macron, on a parlé du système par points, avantages et inconvénients, et qu'à l'époque, la CFDT soutenait cette voie. Donc les syndicats ne sont pas nécessairement tous contre n'importe quelle réforme des retraites. Je veux dire, c'est compliqué pour la France de rester un pays dans lequel, finalement, on a un écart de 3 ou 4 années dans l'âge de la retraite par rapport à nos voisins. Alors, on dit toujours la France est une exception. Du point de vue de la démographie, la France est de moins en moins une exception. Oui, et la France n'a toujours pas de pétrole, mais nous verrons si nous avons encore des idées. Hein, vous rappelez le slogan. Merci à vous, Christian de Boissieu, économiste, professeur émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Y a-t-il des raisons d'espérer ? Je crois que je vais vous réinviter dans quelques temps. Sur des aspects plus positifs. plus joyeuses. Et bonjour Jacques Cardoz. Bonjour Jean-François, comment ça va ? Mettez-vous d'accord. Oui, on va essayer de se mettre d'accord. Alors, sur quoi ? Et sur la protection de l'enfance, vous avez remarqué comme la volonté politique est là avec la déclaration de la procureure de la République ce week-end. C'est à mettre en parallèle avec ce que dit par exemple l'avocat de Enfants sans danger qui dit oui mais enfin bon, la volonté politique ça fait des années qu'on l'attend et il n'y a toujours pas de secrétaire d'État à la protection de l'enfance. On parlera donc de cet aspect-là. On parlera également de ces éleveurs français qui veulent relancer l'idée de ces usines à poulets. D'une certaine façon, les écologistes protestent. On en parle demain au Parlement. C'est à mettre également en parallèle avec les productions de poulets polonais ou des Pays-Bas ou ukrainiens qui alimentent les fameux croustilles dont on parle beaucoup. Ils aimeraient bien en faire partie. Avec parfois des poulets frelatés dans les cuisines. C'est arrivé la semaine dernière avec la fermeture d'un magasin. Oui. Et puis avec Gilles Gansman, on parlera de ces pauses clopes qui font réagir les non-fumeurs dans les sociétés, dans les entreprises, parce qu'ils réclament des compensations en jour et ils les obtiennent, figurez-vous. Et puis on revient aussi sur la polémique Canal+, vous voyez, le menu est très riche. Allez, bonne émission. Merci.